Bretagne 5, écoutez la Bretagne. N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui. Ce monde aura changé lorsqu'ils seront grands. Aussi doit-on en priorité aider l'enfant à cultiver ses facultés de création et d'adaptation. Le monde de l'éducation est une espèce d'île où les individus déracinés du monde se préparent à la vie en y restant étrangers. L'intelligence ne peut être menée que par le désir. Pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait plaisir et joie. L'intelligence ne grandit et ne porte de fruits que dans la joie. La joie d'apprendre est aussi indispensable aux études que la respiration aux coureurs. Maria Montessori. Alors 3 citations donc de Maria pour justement donc illustrer notre émission donc de ce soir autour de l'école de demain. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Catherine la trompette et 2 de ses 7 enfants, Ambre et Valien. Avec qui donc nous allons nous interroger sur le sens de l'école et donc le modèle de société que nous voulons construire et laisser aux générations futures. Bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour. En écho. Alors, racontez-nous Catherine, comment la mère de famille que vous êtes, qui est devenue pendant 6 ans institutrice après avoir accompagné des projets de développement principalement en Afrique, est-elle arrivée un jour à vouloir créer sa propre école ? Eh bien, c'est une longue réflexion de 20 ans, au moins, peut-être. C'est toujours difficile d'aller remonter à la source d'un projet. Je pense que ce projet a pris naissance le jour où j'ai déposé ma fille aînée, Ambre, pour la première fois à l'école, et où là, déjà, des choses m'ont... Alors qu'il n'était pas du tout question de remettre en cause son arrivée à l'école, du tout. C'était une évidence que, bah oui, on allait à l'école, on s'était pas posé d'autres questions, d'une autre école éventuellement, pas du tout. Mais le jour où je l'ai déposée à l'école, où elle était ravie d'aller, jusqu'à hier encore, ou jusqu'à tout à l'heure, plein de questions se posent sur la façon dont on dépose nos enfants à l'école, sur le temps qu'ils y passent, sur ce qu'ils y apprennent, ce qu'ils n'y apprennent pas, les souffrances qu'ils rencontrent, les plaisirs qu'ils vivent, etc. Et donc, ben voilà, au fil des jours, au fil des rentrées scolaires de mes 7 enfants, au fil des conversations que nous avons eues ensemble, petit à petit, sans trop nous en rendre compte, on a imaginé, ça n'était que dans nos têtes, on a imaginé ce que pourrait être l'école idéale pour nos enfants. Il ne s'agissait pas du tout d'envisager de la mettre à disposition à d'autres enfants. Et puis les hasards de la vie ont voulu que je rencontre une institutrice de Prunelle, ma dernière, au moment où justement elle aussi entrait à l'école, que cette institutrice a posé un regard sur Prunelle que je n'avais encore jamais vu poser sur aucun autre de mes enfants. Et ça a créé un lien entre cette personne et moi. Et de ce lien, eh bien, j'ai passé le concours, je suis entrée dans l'éducation nationale et je suis devenue enseignante, ce qui a quand même un petit peu bouleversé ma vie, dans la mesure où ce que j'avais pu constater pour mes enfants durant leur scolarité, là j'étais dans les coulisses. J'entendais aussi le retour de mes collègues sur des comportements d'enfants qui avaient pu, à un moment ou à un autre, être les comportements de mes enfants. Et là, on se dit que, oui, effectivement, on a peut-être envie de créer une autre école. Une école où l'enfant serait accueilli parce qu'il est un enfant. Et parce qu'il est un enfant, on le respecte. On respecte la personne qu'il est. Il n'est pas plus petit que moi. Il ne sait pas moins de choses que moi. Il n'est pas moins intelligent que moi, adulte. Et cet enfant, il peut me surprendre. Il va m'étonner. Il peut me guider. Et avec lui, moi, adulte, je vais continuer d'apprendre. Et en tout cas, ensemble, on peut vivre. Et à partir de ce moment-là, vraiment, je crois que, oui, tous les rêves de nos enfants et les miens réunis pendant ces 20 années précédentes ont commencé à prendre forme, et puis un dessin d'école a commencé à se poser. Et puis il s'est passé
Oui. Pardon. Alors justement, quand vous parliez donc de ce dessin, quelle pouvait être la vision donc idéale que vous aviez de l'école de Berlioz, qui va donc justement donc devenir le concept que vous allez imaginer. C'était quoi en fait le rêve qui allait émerger? Ça regroupe beaucoup de choses, mais déjà un lieu où un endroit où l'enfant pouvait arriver tous les jours avec le sourire. Ça, c'était, je crois, la chose qui était la plus importante pour nous et donc pour moi. Y arriver avec le sourire, ne plus avoir envie d'y partir parce qu'on s'y sent vraiment bien. On s'y sent bien parce que ça répond à ce que j'ai envie de faire. J'y suis avec des copains, des vrais copains, pas simplement des camarades de classe qu'un adulte a décidé qu'on était camarades, justement. Non, des vrais amis sur qui je peux compter, avec qui je peux jouer, avec qui je peux être en désaccord aussi, mais je veux pas être humiliée, je veux pas être poussée, je veux pas être violentée. Bon. Ça, c'était vraiment le côté je m'épanouis dans mes relations avec l'autre. Je vis et je me sens bien et j'ai envie de venir. Ça, je crois que c'était la première envie posée pour ce dessin d'école. Et puis la deuxième, elle est forcément en lien avec la première. C'est effectivement de dire si je me sens bien parce que j'apprends ce que j'ai envie d'apprendre. Et il y a aucun enfant qui est laissé sur le côté. Je n'apprends pas en groupe parce que forcément on n'a que des groupes hétérogènes. Tous les enfants ne sont pas en attente de la même chose, ne vont pas porter la même attention à une transmission de savoir qui va du haut vers le bas ou qui va d'un adulte vers des enfants. Donc, mais peut-être que le dessin des apprentissages s'est posé après coup. Le retour que j'ai de plus de 20 ans d'école de mes enfants, c'est pas l'envie d'y aller, quoi. Alors on va revenir justement donc sur ces constats là qui vont justement motiver quelque part donc la création d'une école autrement. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire, tout à l'heure vous aviez parlé de regard qui était donc porté sur Prunelle. En quoi ce regard était donc différent des autres regards que des institutrices avaient pu porter sur votre enfant et qui du coup donc vous ont alerté quelque part et vous ont ouvert à quelque chose de différent? C'est très difficile d'exprimer ce regard. Il était chaleureux, il était accueillant, il était illuminé. Quand elle s'est accroupie pour accueillir Prunelle du haut de ses 3 années, oui, il y avait une lumière dans les yeux de Florence. Voilà, elle s'appelait Florence, que vraiment, en tout cas, peut-être je l'ai vue auparavant, mais elle ne m'a pas touchée de cette façon. Alors, il faut peut-être préciser que Prunelle n'était pas très partante aussi pour aller à l'école. Ceci a sans doute conclu au fait que, voilà, j'ai peut-être un petit peu plus regardé la façon dont elle allait être accueillie. Mais oui, ce regard illuminé, ce regard plein d'émerveillement devant une enfant, voilà. Et en essayant de discuter de ce regard avec Florent, j'ai très vite appris, presque en secret, parce qu'il ne fallait pas en parler, ça pouvait déstabiliser les autres parents, mais que c'était la première fois qu'elle se retrouvait dans une classe. Pourtant, elle avait une 40aine d'années. Elle était journaliste dans l'agroalimentaire auparavant, et c'était une reconversion professionnelle. Et ceci explique peut-être cela. C'est-à-dire que, voilà, elle était mère de famille déjà, elle avait vécu un certain nombre d'expériences professionnelles, et riche de toutes ces expériences, elle venait en toute confiance se mettre à la hauteur de l'enfant, sans appréhender, sans avoir peur de lui, d'elle en l'occurrence, puisqu'il s'agissait de ma fille. Donc c'est peut-être ça, ce regard, un regard confiant, sans peur. Je n'ai pas à appréhender ce que va faire ou ne pas faire cet enfant, parce que je suis bien avec lui, et parce que je suis bien, alors ensemble on va pouvoir vivre, et si on vit, on va apprendre. En tous les cas, l'enfant était certainement donc du coup mis en sécurité. Tout à fait. En confiance, et si a priori vous disiez qu'elle n'avait pas envie donc d'aller à l'école, elle y allait peut-être même plus à reculons qu'en avançant. Elle a réussi du coup à susciter de l'intérêt. Tout à fait, oui. Alors vous évoquiez Maria Montessori tout à l'heure dans vos citations, mais il y a un aspect qu'on oublie très souvent peut-être dans les écrits qu'elle nous a laissés. Elle accordait beaucoup d'importance à la séduction
que pouvait, alors séduction au sens très noble du terme, il y avait pas d'érotisme du tout dans ce terme, mais le charme qui devait s'opérer entre l'endroit où on accueille l'enfant, l'adulte, pour justement lui donner envie de, oui, tout ça concourt à lui donner envie. Et ça, c'est important. Ah ouais. Cette notion, effectivement, de désir. Bien sûr. De désir qui est donc à créer. Alors, on est toujours donc là sur les constats. On va essayer donc de voir en quoi l'école de Berlioz peut se distinguer, je vais dire, donc d'un enseignement peut-être plus traditionnel. Mais puisque vos enfants sont là, on va en profiter. Ils ne le savaient pas, mais pour leur donner la parole. Vous, puisque vous êtes jeune, Valia, vous avez quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Et puis vous, Ambre? 24. 24, d'accord. Donc quand vous entendez donc votre maman par rapport donc à ce projet, quelle a été votre expérience vous de l'école et peut-être plus de la petite école, puisque là il s'agira pour l'école de Berlioz d'école maternelle et primaire. Valien. De la petite école, à vrai dire, j'en ai moins de souvenirs. Mais j'ai pendant ma petite école en CM1 exactement, j'ai changé d'école. On est arrivé en Bretagne à ce moment-là, mais tout s'est très bien passé pour moi. Jusqu'au collège, ma scolarité s'est plutôt bien passée. C'est plus après que ça s'est compliqué, où je me suis retrouvé à me rendre compte qu'il y avait beaucoup d'injustices de la part des adultes envers les enfants, et du coup... Quelles injustices pour vous, par exemple? Sans forcément donc aller trop dans l'intimité, mais qu'est-ce que vous viviez donc dans les rapports en tant que enfant, ado, dans le rapport avec l'enseignant, l'adulte et quelque part la figure d'autorité? Pas mal de comparaisons entre tous les élèves, aussi de la malveillance peut-être. Je me souviens encore, j'avais un ami avec qui j'étais en classe d'allemand. Ça m'a beaucoup choqué. Ma prof d'allemand lui avait dit, on recevait un contrôle ce jour-là. Il avait eu 0. Pourquoi 0? Parce que on n'a jamais eu beaucoup, on n'a jamais appris l'allemand en fait. J'ai fait 7 ans d'allemand, je ne parle pas un mot d'allemand, mais c'était le cas aussi de cet ami. Il a reçu ce 0 et elle lui a dit, c'est nul ce 0. Enfin, tu dis rien, pourquoi tu dis rien? Et il lui a répondu, parce que je ne sais pas parler allemand. Et elle le savait en plus, et elle se moquait de lui. Et ça, moi, je ne peux pas supporter ça. C'est ahurissant. C'est une expérience effectivement qui du coup ne donne pas donc d'espoir quelque part donc à un enfant qui est rabaissé, qui est quelque part humilié, dévalorisé. C'est ça. Elle a pas cherché à l'aider, à lui apprendre, à lui réapprendre les bases de l'allemand. Elle pensait qu'il avait des acquis, alors pas du tout. Et elle a fait que l'enterrer, quoi. Et vous qui observiez donc cette scène, puisque ça vous concernait pas donc directement, comment vous le viviez, ressentiez, et en quoi ça vous parlait quelque part? Ça m'a fait très mal au cœur, mais j'ai eu aussi moi des problèmes avec cette prof d'allemand, mais bon, bref, c'est pas là le sujet, mais je trouve ça assez choquant qu'un adulte qui est un adulte parle de cette manière à un enfant. Bon, on était quand même âgés, mais elle le met dans une position inconfortable aux yeux de tous ses camarades qui étaient à côté de lui. C'est vraiment voilà, je me moque de toi. Les autres à côté riaient parce qu'il a eu 0, riaient, quoi. Et du coup, pour cet ami, c'est vraiment très très, c'est dur, c'est de l'allemand, mais c'est vraiment pas cool pour lui. Il a toujours mal vécu. Enfin voilà, c'est toujours. Puis j'imagine devant le collectif un sentiment de honte. Bien sûr. D'humiliation, dégradation. C'est ça. Ouais. C'est ça. Elle l'a jamais fait décoller vers le haut. Elle a jamais donc cherché à aller... Et pourtant, il parle très bien l'anglais aujourd'hui, hein. Mais il aurait pu apprendre l'allemand aussi très bien, mais malheureusement non. D'accord. Pour donner donc la parole à Ambre, c'est quoi vous vos souvenirs
de jeunes élèves, jeunes écolières ou adolescentes de l'école? Moi, je pense que j'ai toujours vraiment aimé aller à l'école. Je pense que j'y suis allée... je trouve qu'on était dans une école primaire, parce que moi, j'ai fait toute ma maternelle primaire là où on habitait en Lorraine. Et c'était une école dans laquelle j'ai vraiment adoré aller. Et je pense que je suis restée vraiment très insouciante longtemps. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte, en regardant autour de moi, le mal vraiment que l'école peut faire. Enfin, pas le mal, mais je trouve qu'elle a fermé le champ des possibles à beaucoup de personnes qui ont mon âge. Et je me dis, c'est triste. Alors, s'il y avait donc à poser, je vais dire... un diagnostic, même s'il n'est pas exhaustif, qu'est-ce que vous donc diriez donc des choses qu'il y aurait donc à changer et que peut-être l'école donc de Berlioz va répondre? Catherine? Ça se résume peut-être en un seul mot, le respect. C'est-à-dire qu'effectivement, le constat que je peux tirer. Alors, c'est intéressant d'entendre mes enfants parler de leurs souvenirs d'école, parce que moi, j'en ai plein d'autres, y compris en primaire pour Ambre qui adorait y aller. C'est vrai, et à la fois pour Valien, de moments douloureux aussi au moment du primaire. Et Dieu merci, on a fait en sorte qu'ils les oublient, et ils l'ont oublié. Ils se sont construits par rapport à ça, tant mieux. Mais je crois que vraiment le reproche le plus important, c'est ce manque de respect. Et alors on peut mettre beaucoup de choses derrière ce manque de respect, mais rien que le fait qu'effectivement on accueille différents enfants qui ne savent pas les mêmes choses au même moment et qui devrait imposer à l'adulte de ne pas se comporter de la même façon avec chaque enfant, donc de s'adapter à chacun. Le pire constat qu'on puisse faire sur l'école qu'on connaît, l'image scolaire que l'on peut avoir en tête, c'est l'école ne s'adapte pas à l'enfant, alors que ça devrait être sa raison d'être première. Qu'est-ce que l'école? La capacité, un endroit où des adultes ont la capacité de s'adapter à chaque enfant pour que chaque enfant puisse acquérir les compétences qui sont fixées par l'État au travers des directives européennes. Et on voit bien que non, c'est à l'enfant de s'adapter. Et le gros constat malheureux aujourd'hui que j'ai ressenti, alors vraiment au plus profond de moi-même pendant les 6 années où j'ai été enseignante, c'est que je n'ai pas rencontré beaucoup d'enfants qui s'adaptaient à ce que l'école attendait de lui. Il y a des enfants... c'était des résistants. Non, parce qu'en plus ils en souffrent beaucoup, et quand un enfant souffre, c'est toute une famille qui se retrouve en souffrance, parce qu'en plus cette école qui ne sait pas s'adapter à l'enfant, parce que beaucoup de peur, parce que beaucoup de méconnaissance, beaucoup d'incompréhension, mais cette école qui ne sait pas s'adapter à l'enfant, en plus rejette la faute sur la famille et sur le trop grand nombre d'enfants. Aujourd'hui, si on voulait résumer les problèmes que rencontre l'école traditionnelle, on pourrait dire qu'il y a trop d'enfants pour l'adulte qui les accueille, et puis que ces enfants ne sont pas suffisamment bien encadrés à la maison, pas suffisamment bien accompagnés pour que tout se passe bien. Si on le dit en d'autres termes, en réalité, on inscrit nos enfants à l'école et on espère, quand je dis on, sont les adultes qui les accueillent dans cette école, espèrent que déjà ils sauront ce qu'ils sont censés lui apprendre, comme ça ce sera beaucoup plus facile, et puis 2, ils espèrent que la famille va surtout essayer de résoudre tous les problèmes que cet adulte va rencontrer avec l'enfant. Et c'est impossible. Je vais vous donner une anecdote qui, je pense, résume bien tout ce constat, et je vais le faire avec humour, même si peut-être que ça mériterait plus d'en pleurer que d'en sourire. Une de mes filles qui ne m'accompagne pas aujourd'hui, elle étudie aux Pays-Bas, a eu la mauvaise idée d'être bavarde. Mais vraiment bavarde, c'est vrai. Je me rappelle pour une fête des mères alors qu'elle me demandait quel cadeau j'avais envie d'avoir, je lui ai demandé une journée de silence. C'est pour vous dire que vraiment elle était très bavarde. Et donc depuis les premiers retours d'école en petite section jusqu'à sa terminale, heureusement pour nous elle avait une année d'avance, donc on a été exempt d'une année, on a entendu 1000 reproches et tous ces bulletins revenaient avec trop bavarde. Et puis, un jour, alors elle était en seconde, parce qu'effectivement, on encaisse ça et on essaie d'accompagner son enfant pour qu'elle accepte de retenir ses paroles, même si c'est plus fort qu'elle, voilà. Et elle était bavarde parce qu'elle s'ennuyait.
Quand elle était au travail, elle ne bavardait plus. Et puis, arrivé un jour en seconde, quand son professeur principal m'a dit, écoutez, là, madame la trompette, c'est quand même incroyable. Enfin, votre fille est trop bavarde. Et là, vraiment, je l'ai pas très bien pris parce que ça faisait beaucoup. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vienne dans votre classe lui demander de se taire? Parce que voilà, en fait, à quoi ça sert de dire, de répéter et d'écrire sur un bulletin que votre enfant est trop bavard, si ce n'est que d'attendre de vous, parents, la solution? Mais est-ce qu'un professeur doit attendre du parent la solution qu'il n'arrive pas à trouver lui-même? C'est son rôle d'essayer d'analyser cette situation, de comprendre pourquoi cette petite, de moins en moins petite, n'a pas capacité à se taire. Pourquoi parle-t-elle? Elle parle parce qu'elle est inoccupée. Pourquoi est-elle inoccupée? Oui, pas de chance, elle comprend peut-être un petit peu plus vite que le reste du groupe, et auquel cas, donnons-lui du travail supplémentaire. Quand on a essayé d'aborder cet aspect-là avec les enseignants, on dit, mais si vous vous rendez compte, si je devais donner du travail supplémentaire à chaque enfant, à quoi ressembleraient mes journées? À celle d'un enseignant. Et malheureusement, le constat est là, c'est cette incapacité à s'adapter à chaque enfant. Vraiment, voilà, si on devait résumer ces incohérences, ces difficultés rencontrées. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Je pense que là, dans le cas de Malou, ça s'est plutôt bien passé parce que tu t'entends... Enfin, ça se passe très bien avec elle et t'assumes parfaitement le fait qu'elle parle un peu trop. Mais j'ai une amie qui a souffert du fait que sa mère ait eu honte d'elle longtemps. Longtemps à cause de ce qui se passait mal à l'école, des commentaires que pouvaient faire ses enseignants. Mais elle me dit, j'ai le sentiment que ma mère a eu honte de moi toute ma vie. Alors que je me dis, je me sens pas plus débile que quelqu'un d'autre, mais c'était difficile à vivre. Alors c'est vrai que avant de faire la pause, on va peut-être le dire. Vous parliez de regard. Effectivement, le regard, c'est aussi le regard que l'on a sur soi. C'est le regard aussi que les parents, en tant que premier référent, apportent sur un enfant, et le regard après que les enseignants portent. Et qui dit regard dit aussi peut-être introspection, c'est-à-dire il y a aussi l'autre qui regarde, mais comment est-ce que moi aussi je regarde l'autre? Alors on va donc faire la pause, et on va ensuite parler donc davantage de l'école de Berlioz, pour essayer de poser justement le sens et la finalité de l'école, et comment ce sens va trouver une concrétisation quelque part dans le modèle d'enseignement. À tout de suite. Alors l'école de Berlioz, c'est un concept, c'est un projet qui va voir naissance en fait à la rentrée de septembre 2017. Alors d'abord école de Berlioz. Pourquoi Berlioz, Ambre? Eh bien, Berlioz, c'est un petit escargot. Parce que, en fait, c'est mon escargot. C'était mon ami. Quand j'étais à l'école et que je m'ennuyais beaucoup, quand même. Vers la fin, je me suis bien ennuyée. Et donc, je dessinais ce petit escargot qui m'accompagnait partout, y compris à la maison. Et Berlioz ressemblait... dans le monde de Berlioz, tout était mieux. Tout était tel que j'aurais aimé qu'il soit. Et surtout à l'école. Et Berlioz a ce grand avantage d'avancer à son rythme, de choisir son rythme et d'y aller avec confiance. Et ça nous semblait, tout de suite, ça nous a sauté aux yeux pour les écoles, et on s'est dit oui, on a envie que ce petit escargot qui va à son rythme soit l'image de notre école. Alors, il y a Berlioz comme mascotte. Cette mascotte... en vue de quoi? C'est quoi la finalité de l'école de Berlioz? Alors, comme vous l'avez dit, il s'agit d'un concept. Ça peut paraître surprenant pour une école, parce qu'une école, on y pratique de la pédagogie, et puis on se pose pas plus de questions sur son fonctionnement. Là, l'idée, c'est bien de réfléchir à une pédagogie différente, à un accompagnement différent qui respecte le rythme de l'enfant, en vue de son épanouissement, pas de son excellence. Il n'est pas question d'avoir des résultats parce que c'est pas une école élitiste. Non, alors surtout pas. Donc là, on revient bien sur cette notion de concept. Donc cette pédagogie, pour faire très rapidement et reboucler avec l'origine de l'émission, elle va s'inspirer des travaux scientifiques de Maria Montessori. Voilà, ça c'est dit. Mais on s'arrête pas là. Vous pouvez rappeler, pour ceux qui connaissent pas, effectivement, dans ces pédagogies alternatives, les principes fondamentaux, on va dire, de la pédagogie de Montessori.
Oui, alors très rapidement. C'est toujours très compliqué. Mais on va gérer nos frustrations. Voilà, si ça devait aller très très rapidement, c'est dire l'enfant est venu sur Terre pour vivre. Alors si on le laisse vivre, il apprend, et aussi naturellement qu'il apprend à marcher et à parler, eh bien il peut aussi, sous certaines conditions que l'on va mettre en œuvre dans nos écoles, apprendre à lire, écrire, compter, apprendre la musique, savoir chanter, devenir un artiste, etc. À une seule condition peut-être, c'est que on lui permette de devenir qui il est vraiment, et que cette personne qu'il est vraiment, il va devenir cet être exceptionnel qu'il est à son rythme. Et à son rythme, ça veut dire oui, si la lecture ne m'intéresse qu'à 12 ans, je ne saurais lire qu'à 12 ans. Et alors, quel est le problème ? Il y a des adultes qui savent pas lire aujourd'hui, ça ne les empêche pas d'être peut-être heureux, épanouis dans leur vie, à partir du moment où c'est leur choix. Si évidemment ils ne savent pas lire parce qu'on ne leur a pas laissé le choix, là c'est plus difficile de vivre avec et d'être épanoui. Mais respecter le rythme de l'enfant, c'est principalement ce que souffle la pédagogie Montessori, et respecter ce rythme, quel que soit le rythme de vie des parents. Enfin, il ne s'agit pas de vivre dans un monde parallèle, mais c'est le rythme interne qu'il faut respecter. D'ailleurs, souvent dans les expériences que l'on peut voir à partir du moment où on s'attache au développement de l'enfant, à ces différentes phases, comme vous parlez d'émerveillement, d'épanouissement, etc. On invite à la curiosité de l'enfant, et souvent il apprend peut-être plus vite c'est certain. Que d'autres, hein, et on voit dans des expériences qu'à 5 ans il peut y avoir des enfants qui savent déjà très bien lire en tous les cas. Oui, d'autant que si on respecte son rythme de développement naturel, eh bien il y a de très fortes probabilités pour que la plupart des enfants sachent faire ce qu'on attend d'eux à l'école traditionnelle plus tôt parce que les encourager à vivre et à devenir autonomes, enfin pas à devenir autonome, j'aime pas dire ça comme ça, parce que l'autonomie est naturelle. Simplement, on la bride tellement qu'on se rend compte que nos enfants à 6 ou 7 ans ne sont pas autonomes. Mais si on les avait laissés faire, laissés vivre, eh bien ils seraient autonomes, parce que la nature a prévu ça pour nous. Pour eux, les enfants. C'est très intéressant ce que vous dites. Bon, moi, j'accompagne aussi beaucoup les groupes. Mais derrière l'autonomie, il y a vraiment cette notion de capacité à choisir et à décider tout seul. Oui. Et que souvent, on peut du coup s'arrêter à des repères et à des carcans, à des choses plus ou moins rigides, qui nous dit peut-être que c'est à 6 ans qu'on doit apprendre à lire, on n'apprend pas avant. Donc il peut y avoir des limites. Ou on n'apprend plus après non plus. Ce qui est peut-être encore un peu plus dommageable, c'est qu'effectivement on a décidé, je vais mettre personne derrière le on a décidé qu'effectivement on apprenait à lire à 6 ans. Alors pas de chance, puisque Maria Montessori, il y a un petit peu plus de 100 ans, a fait la démonstration que le moment où il était le plus opportun naturellement pour l'enfant d'apprendre à lire, c'est entre 4 ans et demi et 5 ans. Voilà, d'abord il apprend à écrire naturellement, ensuite il apprend à lire quelques semaines après. Voilà, ça c'est sa nature profonde qui le guide. Et elle a découvert ça, elle a mis ça en lumière. Les neurosciences le confirment aujourd'hui. Tout à fait. Et pourtant on ne change pas, on continue de commencer à appréhender la lecture qu'à partir de 6 ans, à un moment où ça devient plus compliqué pour l'enfant. Ça n'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que ça ne répond plus à un besoin de développement interne. Donc il lui faut une grosse source de motivation extérieure. Et si l'adulte n'use pas de séduction dans ses méthodes d'apprentissage, si effectivement il communique dans une seule méthode, ça correspond pas à tous les enfants, et on en laisse plein sur le côté. Alors, pour revenir au concept peut-être de l'école, certes, développer, poursuivre les travaux scientifiques de Maria Montessori, mais plus largement, c'est essayer d'inventer cette école de demain qui ne rechercherait pas l'excellence au travers de résultats, mais qui rechercherait l'épanouissement de chacun et le respect de ce que chacun a envie de devenir. Voilà, et ça s'adresse aussi aux parents. On ne fait pas un enfant pour qu'il nous ressemble, on fait un enfant pour qu'il soit lui-même. Donc cette école, conceptuellement parlant, elle a aussi mis en lumière le besoin d'accompagner les parents, non pas pour juger, de leur parentalité. La responsabilité de l'éducation de leur enfant leur appartient, mais il est important que ensemble on construise le milieu
à l'école et aussi à la maison, dans lequel cet enfant va pouvoir s'épanouir. Et le rôle de l'école de Berlioz, c'est d'accompagner ses parents qui le souhaitent à comprendre le développement naturel de son enfant, parce qu'on n'a pas été habitué à le comprendre, à l'observer et donc à le respecter. Alors, je trouve entièrement intéressant, effectivement, ce que vous dites, parce il peut y avoir un rôle, effectivement, éducatif et d'apprentissage du parent, parce qu'effectivement, on n'apprend pas à être parent, on le devient. Et quelque part, dans ce que vous dites, il y a cette notion un peu de ce que j'appelle, moi, cette triangulation, ce contrat entre l'enfant, le parent et la famille, et qui amène à une certaine coopération sans jugement, effectivement, de ce que les uns et les autres peuvent faire. Mais on va donc se mettre en fait en retrait soi-même pour donc être au service du développement de l'enfant et de ce qu'il est. Et une petite référence à Khalil Gibran. Voilà, nos enfants ne nous appartiennent pas. Oui. À bon entendeur. Alors, dans le concept, et pour rebondir sur la triangulation, alors nous on est parti d'un autre constat aussi par rapport à cette école, mais là qui touche peut-être moins l'enfant, ou en tout cas indirectement, c'est que quelque chose qui nous a choqué toute notre vie, c'est que cette école elle est fermée tout le temps. Alors, sauf quand il y a jour de classe, mais en dehors des jours de classe. Pour le dire très rapidement, une année scolaire, c'est 194 jours d'école sur 365. Ça, on laisse beaucoup d'écoles fermées, de jours fermés. Et pourquoi l'enfant n'aurait-il envie et besoin d'apprendre que 194 jours par an? Alors, on a étendu ce concept d'école en disant que oui, l'école devait être un lieu de vie où l'enfant est accueilli dans le respect de ses spécificités et de son rythme, mais c'est aussi un lieu ouvert tout le temps. Alors notre mot d'ordre, c'est 365 jours, ou presque. Il y aura forcément, j'allais dire statutairement, contractuellement parlant avec les enseignants, des quelques jours par an où ça ne sera pas possible. Mais l'objectif, c'est que cette école soit ouverte le plus longtemps possible. Pour amener les parents à choisir ces 194 jours. On a aujourd'hui dans nos vies... Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que il peut y avoir... les vacances scolaires, elles sont appliquées comment? Est-ce que c'est un lissage en fait de la scolarité sur l'année? Oui, les parents choisissent à quel moment l'enfant vient et l'enfant ne vient pas. Une famille qui, par exemple, a la possibilité, professionnellement ou personnellement, de partir faire un voyage pendant 2 mois et demi ou 3 mois, aujourd'hui, ça n'est pas possible, à moins de déscolariser ses enfants. Pourtant, si on calcule bien, on peut caler ça dans 365 jours d'école, si effectivement il y a 365 jours d'école. Donc non, la liberté, le choix du moment de vacances doit être laissé aux parents pour que le rythme de l'enfant soit respecté, mais que le rythme familial aussi soit respecté. On était il y a encore quelques jours à Guérande sur un de nos projets d'école où une des personnes qui va devenir enseignante et le couple là pour le coup sont des paludiers avec un mois de juillet et un mois d'août où ils sont quasiment pas disponibles et pourtant c'est le moment où ils ont avec eux leurs enfants, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas les accompagner autant qu'ils le souhaiteraient à ce moment-là. Et c'est vrai que quand on a commencé à évoquer cette notion de rythme personnalisé, cette jeune femme a dit mais oui c'est vrai même pour mes enfants, imaginez qu'ils puissent être à l'école en juillet et août à des moments où moi je ne suis pas disponible et en revanche, les avoir avec moi en janvier et février quand je suis professionnellement au plus calme, ce serait extraordinaire. C'est très intéressant. Parce que je pense à la nature et au rythme de la nature en vous écoutant. Oui, évidemment. Parce que pour faire un peu de permaculture, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de permaculture humaine et que l'hiver, la nature se repose. Et bien sûr, et pourquoi on se reposerait pas nous aussi? Et il paraît effectivement que les cycles aussi donc du développement donc de l'homme devraient être davantage calés. C'est peut-être le biomimétisme d'ailleurs. Oui, tout à fait. À ces phases donc naturelles pour qu'on puisse justement donc déployer davantage donc ces ressources, ces richesses et avoir aussi les fruits justement donc de son investissement. C'est très intéressant ça. Donc du coup, parce que ça suppose donc disponibilité effectivement. Des parents en fonction donc de leur rythme, etc. Mais ça suppose aussi disponibilité des enseignants. Alors, qu'en est-il par rapport à ça? Une double équipe, quoi. En tout cas, une double équipe. Voilà, il nous faut des enseignants sur les 194 jours, j'allais dire réglementaires, mais il nous faut aussi des enseignants pour le reste, parce qu'il ne s'agit pas de école sur le calendrier scolaire académique et puis s'entre-aérer le reste du temps. Non, c'est une école. On y fait la même chose. On y fait la même chose. Non, il fait pas la même chose puisqu'on s'adapte à l'enfant. Mais je veux dire, on propose les mêmes accompagnements d'enfants tous les jours. Voilà.
à ce que choisira l'enfant prêt. On ne peut pas savoir. Dans une école comme la nôtre, on prépare nos enseignants à arriver le matin sans savoir ce qui va se passer dans la journée et à développer aussi avec eux leur grande capacité de s'adapter à l'enfant, à chaque enfant et puis au groupe en plus. Mais vous évoquez le biomimétisme, c'est tout à fait ça. L'autre aspect conceptuel de notre école, c'est le fait d'inviter la nature à l'école. Et là, alors ça pourrait être un petit peu long, mais très rapidement, c'est dire... Il y en a un peu marre de tous ces messages alarmistes qui, depuis 30 ans, nous disent « Regardez ce que vous faites, le climat se dégrade, il n'y a plus assez de ressources, etc. » Oui, on peut choisir ce message alarmiste et on pourrait l'avoir choisi dans nos écoles. On a choisi au contraire de suivre un mouvement nord-américain qui s'est installé depuis une quinzaine d'années, lancé par Scott Sampson, qui est un paléontologue, sans doute le plus grand spécialiste au monde des dinosaures, et qui souffle, alors je vais le dire avec mes mots, pas avec les siens. Voilà, il y en a un petit peu marre de nous alarmer, de nous faire culpabiliser. Si on en revenait à nos racines profondes, si on arrivait de nouveau à tisser un lien d'amour entre l'enfant et la nature, devenu adulte, naturellement, il la respecterait. Et c'est ce choix que nous avons fait. Alors oui, si on invite la nature à l'école de Berlioz, on respecte déjà notre nature profonde et on permet à l'enfant, quand il est fatigué, de se reposer, et au contraire, quand il est arrivé au printemps et à l'été, si bien sûr son rythme familial le permet, et bien là, il passe plus de temps à l'école. L'école comme éveilleur, effectivement, des consciences. Aussi. Ça devrait aussi être ça. Oui, tout à fait. L'école, pour grandir en tant que citoyen, pour préparer la société de demain. Bon, c'est intéressant ça. Au niveau donc de la pratique en fait de l'école, vous allez donc monter des écoles qui vont donc s'adresser à quels enfants? Eh bien, tous les enfants, à partir du moment où ils ont entre 3 et 11 ans. 12 ans. On a la possibilité de réintégrer le Collège de la République à 12 ans, si c'est le souhait des parents. Voilà, entre 3 et 12 ans. Mais vraiment, tous les enfants. Tous. Tout ce que vous voulez dire dans cette précision, Ambre, quand vous parlez et insistez sur tous les enfants? On voit souvent des écoles un petit peu différentes, autres que les écoles de la République, qui souhaitent accueillir beaucoup d'enfants, mais en nombre limité, ou choisis sur dossier. Nous, on a vraiment envie, vraiment, envie que les enfants, que vraiment tous les enfants soient accueillis dans l'école. Tous. On ne les choisit pas. Sous aucun critère, on les accueille tous. D'accord, donc il y a une liberté d'admission. Oui. Une grande amplitude au niveau de la transmission. Oui, ça veut dire aussi qu'il faut s'adapter et donc en fonction du nombre d'enfants inscrits dans nos écoles, il faut prévoir les locaux capables de les accueillir et de multiplier le nombre d'écoles. Oui. Alors aujourd'hui, il y a en 2017 5 écoles qui vont s'ouvrir, c'est ça? Oui. Et 18 en 2018. Et dans la préparation donc de l'émission, alors vous disiez quelque chose qui peut quelque part surprendre dans le discours ambiant que l'on entend par rapport à, vous en parliez tout à l'heure, au nombre d'enfants par classe. Vous allez donc accueillir combien d'enfants dans l'école? Alors la taille idéale de notre école, je dis idéale parce que encore une fois l'idée c'est qu'elle s'adapte à son territoire, mais la taille idéale c'est l'accueil de 60 enfants accompagnés par 5 adultes. D'accord. Donc voilà. Ça fait donc combien d'enfants par classe? Ça fait alors 60 enfants accueillis dans l'école, dans 2 univers, un univers qui les regroupe entre 3 et 6 ans environ, et un deuxième univers entre 6 et 11 ans. Donc ça fait 2 fois 30 enfants par classe. D'accord. Alors j'ai Frédéric qui m'interpelle. On va faire donc la pause musicale, qui est aussi donc une envie de nos invités ce soir, d'entendre Francesca Gagnon, Vai Vedrai. Alors Vai Vedrai, apparemment donc c'est une musique qui porte la famille tout entière. Catherine, quelles sont donc les paroles qui sont véhiculées dans cette chanson et qui peuvent inspirer justement l'école de Berlioz? Alors oui, elle porte la famille de façon un petit peu indirecte, mais elle les porte parce que ce magnifique texte italien encourage à aller voir le monde. Alors il est un petit peu triste ce texte puisqu'il dit, il s'adresse à un enfant et il lui dit va voir le monde, tu verras la folie de l'homme qui ne fait plus les choses avec son cœur mais qui les fait avec ses pieds sur la lune. C'est-à-dire qu'on recherche en permanence l'excellence, la performance et on en oublie le fait de faire référence à son cœur et de choisir avec son cœur. Et oui, elle nous porte
pour le cœur certes, mais aussi pour le fait de, oui, dans nos écoles, dans l'école et dans la nôtre en particulier, il faut qu'on réapprenne à laisser faire l'enfant, à le laisser découvrir le monde, à le découvrir tel qu'il est. Il ne s'agit pas de le coucouner, de l'enfermer dans un monde hyper protecteur, non, de le voir, de le faire vivre dans le monde actuel, sans mentir, accepter la réalité, bien sûr, mise à la disposition d'un enfant en fonction de son âge, mais parce qu'il verra ce monde d'aujourd'hui, avec les capacités qui seront les siennes, avec les valeurs qu'il aura pratiquées dans son école, dans sa famille, alors ce monde, il le changera. Parce que cette phrase du départ, c'est incroyable parce qu'elle est lourde de sens. On ne connaît pas le monde de nos enfants. On ne le connaît pas. C'est ce que disait Maria Mathis. Mais on ne le connaît pas. Essayez de vous projeter. Je ne sais pas, les enfants d'Ambre, elle est en face de moi, c'est facile, mais je ne sais pas dans quel monde vivront les enfants d'Ambre. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'ils vivront dans le monde que Ambre aura contribué à construire. Et si je veux que ce monde que mes petits-enfants connaîtront soit voilà, un petit peu plus porté sur le cœur que sur la performance, eh bien, il faut que les jeunes adultes d'aujourd'hui aillent dans cette direction. Et pour aller dans cette direction, encore aurait-il fallu que enfants, on leur montre à quel point le cœur, si on connaît bien, si on maîtrise bien ses émotions, si on leur fait confiance, si on apprend à leur faire confiance à ces émotions, eh bien, elles sont très inspirantes et elles nous permettent de prendre de bonnes décisions. Voilà. Alors entièrement d'accord, et ça rejoint effectivement la notion un peu de déracinement dont parle Maria Montessori lorsque les personnes sont un peu éloignées donc de leur cœur, qui sont complètement plus ancrées en fait. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et je pense que c'est important pour les auditeurs, parce qu'on pourrait penser comme ça un petit peu donc à une école idéale, un petit peu dans l'idéalisation même, qui ferait peut-être leur faire perdre un petit peu le contact avec la réalité. Ce que vous dites effectivement, c'est au contraire leur apprendre vraiment donc le monde tel qu'il est, oui. Hein, et de pouvoir donc s'y adapter grâce en fait à l'apprentissage de compétences qui finalement, quels que soient donc les métiers qu'ils feront demain, ils pourront s'y adapter. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Alors après, reste à savoir comment on leur fait découvrir le monde. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question par rapport à l'école actuelle, mais pour découvrir le monde, Maria Montessori est très claire, il faut faire venir le monde dans l'école. Allons chercher le monde et faisons-le venir. Et comment fait-on venir le monde dans une école fermée ? Non, elle doit être ouverte. Et le monde, il commence déjà dans sa proximité. Toutes ces personnes passionnées qui ont des tas de compétences et de connaissances autour de nous, faisons-les venir dans l'école. C'est pas l'adulte de l'école, c'est pas l'enseignant qui sait les choses et qui les transmet aux enfants. Non, les enfants vont les apprendre avec des personnes passionnées qui vont, l'accompagner dans un certain nombre de projets qu'il mettra en œuvre. Et quand je vous parlais de concept d'école ouverte tout à l'heure, et quand vous évoquiez la triangulation, en réalité, on va l'ouvrir un petit peu, cette triangulation. L'enfant n'apprend pas seulement avec son enseignant et sa famille, mais aussi avec son territoire, les acteurs du territoire. Et alors, on commence avec un territoire qui est très proche, et puis quand l'enfant a entre 6 et 11 ans, on lui fait découvrir un territoire bien plus vaste. On s'est engagé dans des projets d'échange de bonnes pratiques avec des pays européens. J'espère que d'ici quelques années, on pourra aussi le faire avec des pays autres que ceux portés sur le territoire européen. Je pense notamment aux pays en voie de développement qui ont extrêmement de choses à nous apprendre dans les décisions du cœur, etc. Voilà. Donc faisons venir le monde dans l'école, l'enfant le découvrira. Alors justement, compte tenu aussi donc du temps qui nous reste, et excusez-nous, mais de ne pas avoir forcément donc le temps disponible pour aller au-delà. On ne reste pas toute la nuit. De tous ces principes pédagogiques. Mais je souhaitais justement donc pour répondre à l'ouverture donc de l'école sur le monde et dans le monde, essayer donc de voir par rapport à ce que vous vivez l'installation en fait de cette école donc de Berlioz sur le territoire. Comment que ça se passe concrètement, et est-ce que c'est facile, parce que le projet donc a l'air très très ouvert, de voir en fait rayonner comme ça donc ces écoles sur les différentes communes de nos régions? Non, ce n'est pas facile. Et tout de suite, vous allez comprendre pourquoi c'est pas facile. On pourrait imaginer qu'une école comme ça, elle va avoir difficulté à trouver des enseignants, à trouver des parents, à trouver de l'argent. Non, ça c'est très facile. Alors ça demande un petit peu de travail. Elles sont où les freins et les limites? Mais en réalité, les élus du territoire n'en veulent pas.
n'en veulent pas. Alors quelle raison? Pour des raisons diverses, mais une qui converge toujours, c'est oui, mais on va fermer des classes. Si dans notre commune, parce qu'il y a des locaux vides qui pourraient accueillir votre école, on signe en bas à droite pour dire ok, on vous autorise à devenir une école, les enfants qui vont venir dans votre école n'iront plus dans l'école de la République et donc on va fermer des classes. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, excusez-moi Catherine, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les écoles donc de Berlioz sont des écoles sous statut associatif, oui, hors contrat avec l'État. Tout à fait. Voilà. Il y a pas trop d'autres possibilités pour créer des écoles, voilà. Mais même si elles étaient sous contrat, je pense que si on n'oublie pas comment les écoles privées sous contrat se sont installées il y a de nombreuses années, elles ont rencontré les mêmes freins que nous. La France a oublié qu'elle avait vocation à accueillir d'autres écoles parce que la loi européenne, la loi internationale le lui demande, le lui impose, mais que oui, on freine des cas de fer parce qu'on n'ose pas prendre de risques. On ne connaît pas votre école, on ne sait pas c'est quoi, c'est une secte. Ça veut dire est-ce qu'ils vont savoir lire, ces enfants? Est-ce qu'ils vont savoir écrire? Et on se pose les mauvaises questions. Une école, elle a liberté de s'installer. La loi nous encourage à le faire. Mais on a peur, voilà, d'accueillir quelque chose de nouveau et qui va rentrer en concurrence avec l'école de la République. C'est ça, donc c'est une notion de concurrence ou oui, en tous les cas donc de risque que s'il y a une école publique qui ferme, ça peut montrer aussi qu'il y a d'autres modèles pédagogiques qui produisent donc des résultats et donc bien ça peut les faire penser qu'ils peuvent être incompétents ou qu'ils font moins bien. Aussi, on a eu cette réponse aussi en détectant des écoles vides alors qu'elles soient publiques, enfin qu'elles étaient publiques ou privées sous contrat. Elles sont vides aujourd'hui depuis de nombreuses années. On a fait une proposition pour récupérer ces locaux, moyennant finance. Enfin, il n'était pas question de nous les donner. Hein. Et là, les acteurs propriétaires de ces écoles vides nous ont dit mais non, on n'a pas réussi, nous, l'école a fermé, vous n'allez pas venir et mettre plein d'enfants. Enfin, évidemment, non, ça nous renvoie à notre échec. Sur la tête de mes enfants, c'est la réponse que nous avons eue des institutions privées. D'accord. Donc, désolée pour la tête de mes enfants, mais de quoi vous auriez besoin ou qu'est-ce qu'il faudrait donc faire pour en faire, faire évoluer peut-être les mentalités ou le regard, rassurer quelque part donc des élus qui peuvent avoir peur? Alors, leur dire que oui, je vais pas forcément les rassurer, mais leur dire que oui, peut-être qu'on fermera une classe, mais est-ce que c'est la bonne question à se poser? Est-ce que le souhait de tout le monde et le rôle d'un maire n'est pas de tout mettre en œuvre pour que les enfants de son territoire s'épanouissent, n'arrivent pas au collège à 40% ne sachant pas lire, pas écrire, etc. Et puis, je pense aussi peut-être, et c'est le coup de pouce qu'on va demander à l'État par la remise d'un livre blanc dans quelques semaines aux candidats à l'Élysée, qui consiste à mettre en œuvre un certain nombre de mesures en France pour que les choses soient facilitées. Très rapidement, un chèque éducation qui serait remis à chaque parent. Une scolarité maternelle primaire, c'est environ 5 000 € par an. Par enfant, plutôt que d'imposer les parents de mettre l'enfant dans l'école de la République, c'est de donner ce chèque aux parents. Alors un chèque qui est un petit peu fictif, mais un chèque éducation qui serait remis à la famille. La famille choisit son école et l'école, quelle qu'elle soit. De toute façon, elle a été acceptée par l'inspection d'académie. On ne peut pas s'y soustraire. Donc elle est quand même vérifiée, inspectée. Il n'y a pas de risques qui sont pris sur les apprentissages ni sur les valeurs pratiquées. Et ce chèque éducation qui est remis à l'école permet d'être financé. Et là, on n'est plus en concurrence. On est en liberté de choix. Alors, c'est une des propositions que nous allons faire parmi d'autres pour que les pouvoirs publics essaient d'encourager les élus locaux à avoir un petit peu moins peur et oser la nouveauté. En tous les cas, c'est une démarche qui est donc innovante, intéressante, qui est donc utilisée, exploitée, je crois que c'est en Suède. Oui, en Suède, tout à fait. Le chèque éducation. En Hollande aussi, vous me disiez que l'ensemble donc des écoles finalement donc étaient donc intégrées parmi donc les écoles en fait de la République. Tout à fait. Donc c'est sur cette ouverture là, cet espoir et j'espère et on y contribuera que les candidats
aux élections donc présidentielles et aux diverses élections, oui, législatives aussi dans la foulée, s'intéresseront et puis seront à l'écoute effectivement de ces problématiques là pour la société donc de demain, au service donc de l'émancipation des générations futures. Je vous remercie. Merci tous les trois donc d'avoir donc participé à cette émission donc sur l'école de demain. Vous pouvez donc réécouter donc Confluence sur le site de Bretagne 5, www.bretagne5.fr. Je vous dis à la semaine prochaine et passez une belle semaine. Au revoir. Bretagne 5. Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.